Merci beaucoup. Nous allons maintenant, il est 16h30, passer à la remise des médailles de l'Académie. Il y a 3 médailles de l'Académie. Et la première est présentée par Alain Hochkorn. La médaille est remise à Sébastien Bourdarier. Alain. Bonjour. Donc, je vais présenter la première médaille de l'Académie. Et cette présentation a été préparée par Riyad Haïdar, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc, je suis fier et heureux de remettre cette médaille de l'Académie à Sébastien Bourdarier de l'ONERA. Sébastien mène ses recherches sur les ceintures de radiation à l'ONERA depuis 30 ans, en commençant depuis son doctorat sur Radiation Belts Dynamics Modeling at the Storm Time Scale en 1993. Et il a été nommé directeur de recherche de l'ONERA en 2018. Donc, l'environnement spatial et plus particulièrement les ceintures de radiation sont l'une des principales contraintes que les systèmes spatiaux doivent supporter. Ce domaine de recherche est donc de première importance pour la communauté spatiale en ce qui concerne la recherche appliquée dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense. L'émergence de nouveaux concepts de missions spatiales tels que l'élévation d'orbite par propulsion électrique ou les nouvelles constellations soulignent encore cette importance. En juin 2011, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a identifié les tempêtes géomagnétiques qui sont d'origine solaire comme l'un des 5 principaux risques potentiels pour les décennies à venir dans son rapport Future Global Shocks. Les événements liés à l'activité solaire peuvent notamment avoir un impact sur les satellites terrestres civils et militaires de télécommunications, de navigation et d'observation, qui peut aller d'un simple dysfonctionnement à la perte d'un équipement, voire d'un satellite dans les cas extrêmes. Pour concevoir des systèmes spatiaux résistants aux radiations, il est donc essentiel de bien connaître la climatologie de l'environnement spatial. On peut citer 2 aspects qui doivent être évalués. Premièrement, le niveau moyen de radiation sur la durée de la mission pour anticiper les effets à long terme en ce qui concerne les doses de radiation. Et deuxièmement, l'environnement le plus défavorable auquel on peut faire face de façon transitoire. On parle de l'effet d'un événement unique, par exemple sur l'électronique, les dangers associés aux charges électriques, et cela pendant toute la durée de vie de la mission. Depuis le début, Sébastien a été au cœur de cette activité de recherche à l'ONERA. Il a été à la pointe de la modélisation physique de la dynamique des ceintures de radiation d'électrons et de protons pour la Terre, la célèbre suite Salambo. Dans le cadre de cette activité, il a conquis une grande expérience dans le traitement et l'interprétation de données in situ provenant de moniteurs de rayonnement embarqués à bord des différents satellites. L'un des principaux résultats qu'il a apporté à la communauté a été la définition, sous l'égide du COSPAR, d'une procédure internationale normalisée pour traiter et obtenir des données de surveillance des rayonnements in situ de haute fidélité. Il a développé une base de données sur la radiation spatiale à partir de différents moniteurs, notamment européens, mais aussi américains, japonais, russes, au travers de diverses collaborations ou séjours dans des laboratoires étrangers. Naturellement, le fait de disposer de modèles physiques numériques de la dynamique des ceintures de radiation d'une part et des données in situ d'autre part, l'a amené à mettre en œuvre des outils d'assimilation de données appliqués aux ceintures de radiation terrestres. La connaissance globale qu'a Sébastien des ceintures de radiation de la Terre et de Jupiter a permis à son équipe de proposer de nouveaux modèles de spécification de l'environnement spatial qui sont utilisés par les agences spatiales et également par l'industrie, comme par exemple le modèle JOSE, un modèle jovien en cours de développement pour l'ESA, afin de spécifier le niveau de radiation pour la mission JUICE. Sébastien est particulièrement actif dans
notamment des comités d'experts, par exemple pour l'INSU, le Plan national Soleil-Terre, pour le CNES, le groupe Soleil, Héliosphère, Magnétosphère, ainsi que le groupe de coordination en météorologie de l'espace. Également au conseil du RADEX, l'Organisation française pour la recherche applicative en météorologie de l'espace. Également, il est membre de comités d'organisation dans la communauté de l'environnement spatial. Grâce à son expertise bien établie, Sébastien a été impliqué dans l'analyse des anomalies des engins spatiaux pour le CNES, les industries européennes et les opérateurs européens. Il a contribué à de nombreux domaines scientifiques, des mesures à la modélisation physique, et y compris à la simulation de données, ce qui lui a donné lieu à plus de 120 articles évalués par les pairs, ainsi que 45 conférences invitées. Grâce à toutes ces réalisations, Sébastien Baudary bénéficie d'une grande reconnaissance dans les cercles spatiaux nationaux, à la fois scientifiques, mais également les agences et l'industrie, et ainsi que dans la communauté scientifique internationale. Donc, félicitations pour tes travaux et pour cette médaille. Bon, donc je vais vous remettre cette médaille de l'Académie. La médaille que l'on connaît. Et puis... Donc, on va passer à la deuxième médaille. Alors, la deuxième médaille, donc, malheureusement, le récipiendaire n'est pas là. C'est François Aubry qui va la présenter. Vous m'entendez ? Oui, je regrette, comme vous, l'absence de notre récipiendaire pour cette deuxième médaille. Je remercie la commission des prix et des médailles de l'Académie d'avoir accepté la proposition de la section 5 pour remettre une médaille à Marilla Bouttineau pour un ouvrage qui s'appelle « Les femmes dans les nuages », qui se présente sous la forme de 2 tomes. Et je vais vous présenter l'auteur et les ouvrages en question. Qui ici ne connaît pas le nom du premier homme qui a quitté la planète ? Montgolfier, bien sûr, tout le monde me le dira. Qui connaît ici le nom de la première femme qui a quitté la planète ? Je vous remercie de ne pas lever le doigt. Il s'agit d'Elisabeth Tible, et qui pourtant a ouvert la voie aux femmes pour s'élever dans les airs le 4 juin 1784, donc moins d'1 an après les frères Montgolfier. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire de ces femmes dans les nuages, je vous recommande cette lecture. Donc je vais parler rapidement de Marilla Bouttineau, qui est l'auteur. Nous récompensons cet après-midi des ingénieurs et des hommes. Vous récompensez avec cette médaille une artiste qui n'est pas ingénieure du tout et une femme. Elle est née à Prague, à l'époque où le rideau de fer venait de tomber. Et elle a grandi dans une ambiance aéronautique puisque son père travaillait à l'aéroport de Prague, Rusine pour les spécialistes. Et c'était déjà pour elle, m'a-t-elle dit, une promesse d'évasion dans la grisaille de l'époque. C'est un peu ce qui a guidé sa vocation aéronautique. Mais ses caractéristiques sont d'abord les langues. Elle est polyglotte, avec les langues d'Europe centrale en particulier. Son hobby, c'est la peinture. Et elle adore, au-dessus de tout, voyager. Et pourtant, elle a posé ses valises à Strasbourg, à mi-chemin entre Prague, où elle est née, et Paris.
Et elle a consacré ses premières années de la vie à l'étude du patrimoine artistique de Strasbourg, en particulier son musée, mais pas seulement, le Palais de Rohan également. Ses premières œuvres en matière d'aéronautique a été un ouvrage consacré à la SIDNA, donc la franco-roumaine. On est toujours sur l'axe ouest-est. Et ce livre a obtenu de l'Aéroclub de France une récompense en 2021. En même temps, elle préparait cet ouvrage, Les femmes dans les nuages. Donc, j'ai oublié de vous dire que pour la SIDNA, l'objet de ses recherches a été déclenché par un sentiment d'injustice, parce qu'elle estimait que l'aéropostale, on parlait toujours de l'aéropostale, et elle pensait que la franco-roumaine n'avait rien à envier à l'aventure de l'aéropostale. Simplement, il lui manquait Mermoz et Saint-Exupéry. Alors, elle n'est pas Mermoz, elle n'est pas Saint-Exupéry, mais elle a réussi quand même à parler de la franco-roumaine. Donc, pour réparer une deuxième injustice, celle de l'oubli tout simplement des femmes dans l'histoire de l'aviation, elle a attaqué cet immense travail qui est paru en 2021 pour le premier tome et en 2023 pour le second. Le premier tome s'arrête à la Première Guerre mondiale et le second, plus tard, s'arrête en 1945. Elle n'a pas prévu d'aller au-delà. Alors, les deux tomes ont des présentations identiques et on peut les classer sans hésiter dans la catégorie des beaux livres. Alors, sous un format A4, comme vous avez pu considérer, avec une reliure à dos carré, de nombreuses illustrations. Il y a au total plus de 500 pages sur papier glacé. Mais si le livre est beau, il est surtout bon. Presque tous les continents y sont survolés, à l'exception de l'Afrique. Et il y a un demi-millier d'aviatrices qui sont présentées. Elles ont 40 nationalités différentes. Et parmi elles, si on retrouve les principaux pays de l'aviation et les noms les plus connus, il y a des États assez exotiques, avec la Croatie, l'Estonie, l'Inde ou l'Iran, où on fait des découvertes inattendues. L'ensemble de ces recherches a été initié avec le soutien du Musée Air France, je ne sais pas si Étienne Rachou est encore parmi nous, et la Fédération internationale aéronautique. Elles ont été menées au plus près des archives grâce notamment à ses dons de langue et principalement dans la presse. On pourrait craindre qu'une telle somme d'informations encyclopédiques soit ennuyeuse à consulter. Au contraire, un index détaillé permet de retrouver rapidement les personnes recherchées et de nombreux dessins de la main de l'auteur ont permis de pallier à l'absence de photos ou, au contraire, lorsque les droits des photos étaient trop importants, elle a remplacé ces photos par des dessins qui, eux, ne sont pas taxés. J'espère que cette médaille largement méritée vous permettra de connaître cette œuvre, de l'acquérir et d'en faire la lecture. Je vous le recommande et je vous remercie. Merci François. On lui fera parvenir. Voilà, oui, bien sûr, elle est là. Je ne sais pas si elle est là, mais on lui enverra. Elle était dans la difficulté physique de se rendre ici à Toulouse. La troisième médaille, c'est Pedro Ponces Caamaño et Albert Touron Travessa. Et c'est Alain Garcia qui va présenter ce projet. Bonjour à tous. Eh bien, nous avons été dans l'espace. Nous avons vu que les gens opèrent des machines. Mais les machines, il faut les construire. Il faut les construire avec des performances qui soient excellentes et trouver des solutions toujours innovantes. Donc la médaille en question, qui va être décernée, s'adresse à 2 chercheurs qui aident
les constructeurs à développer des solutions innovantes et difficiles à prouver. C'est de l'ouverture du domaine. Donc, je vais commencer en disant que les docteurs Pedro Cavanho, professeur à l'Université de Porto, Portugal, et Alberto Travessa, professeur à l'Université de Gérone en Catalogne, se voient attribuer la médaille 2024 de l'Académie pour leur contribution exceptionnelle à la modélisation des endommagements et défaillances d'éléments structurels réalisés en matériaux composites soumis à des charges statiques et dynamiques. Donc vous voyez déjà qu'il s'agit donc de l'innovation dans des produits pour lesquels il faut ouvrir le domaine. Alors pour commencer, je vais vous présenter individuellement chacun de ces deux professeurs et leurs travaux, et puis après, l'intérêt de rassembler leurs activités. Alors, je vais commencer par ordre alphabétique. Et ça commence par le docteur Pedro Cavanho, qui a obtenu en 1999 son doctorat en études des matériaux composites au département d'aéronautique de l'Imperial College de Londres. La même année, il a rejoint, c'était la fin donc, et à l'acquisition de son doctorat, il a rejoint l'Institut de génie mécanique et de gestion industrielle, l'INEGI du Portugal, en tant que directeur de l'unité d'intégrité structurale, ainsi que le département en génie mécanique de l'Université de Porto, en tant que professeur assistant. Il a développé donc ses connaissances et en 2014, il est devenu professeur titulaire de ce même département, président du laboratoire associé de l'énergie, transport et aérospatiale, appelé le LAETA, et prend le poste de vice-président de l'INEGI. Ses principaux axes de recherche sont la mécanique de déformation et de la rupture des matériaux composites polymères avancés, ainsi que la recherche de nouveaux concepts de matériaux et de structures. On travaille au niveau pratiquement méso et microscopique. Pour ces derniers, citons dans ces nouveaux matériaux les composites hybrides nanostructurés multifonctionnels, les assemblages à rigidité variable, à stockage d'énergie, les ultrafins, et enfin le morphing, pouvant être utilisé dans différentes industries. Pedro Cavanho est membre du comité de rédaction de l'International Journal of Solids and Structure, édition Elsevier, de Composite Parta, toujours Elsevier, de l'European Journal of Computational Mechanics, édité par Taylor and Francis, et de Computer Materials and Continuum, édité par Technique Science Press. Il a donné de nombreuses conférences. Il a été chercheur invité au centre de recherche de NASA à Langley et au laboratoire de recherche de l'armée de l'air des États-Unis. Il a été professeur invité à la Royal Society de l'Imperial College de Londres, son origine au passage, et pour nous, plus près, au laboratoire de mécanique et de technologie de l'École normale supérieure de Cachan, à l'Université Brown aux États-Unis et à l'Université de Cambridge. Il a coordonné plusieurs projets de recherche européens ainsi que pour l'US Air Force. En 2024, il a reçu une bourse du Conseil européen de la recherche. Son modèle de représentation porte son nom, est reconnu international et a été intégré dans un ensemble qui s'appelle DigiMats. Pedro Cavanho figure dans la World's Top 2% Scientist List de l'Université de Stanford. En plus des développements de son modèle théorique, Pedro Cavanho a proposé de nouveaux standards d'essai permettant la caractérisation des propriétés des assemblages, alimentant non seulement son modèle, mais également d'autres modèles complexes d'endommagement et de structure. Donc ici, on montre le démarrage de ces différentes tailles de spécimens. Bien entendu, je ne vous ai pas montré les matrices, tout le matriciel qui est derrière et qui tend à comprendre le détail des déformations et des ruptures dont vous voyez le résultat en simulation.
Donc en fait, il s'agit de corréler par les approches théoriques et donc calculées, simulées, de corréler la cohérence. Le graphe que vous voyez montre d'ailleurs la corrélation qui existe sur un certain nombre d'essais entre la partie simulée qui est en rouge et la partie résultat d'essai qui est en bleu avec une variabilité. Donc on voit la précision, surtout dans les parties les plus significatives. Aujourd'hui, le modèle LARC, pour Laminar Fiber Reinforced Composites, est intégré dans plusieurs codes éléments finis commerciaux et est utilisé dans diverses industries. Passons maintenant au docteur Albert Thureau-Travessa, qui est docteur en mécanique des milieux continus et de théorie des structures. Il est professeur titulaire de l'Université de Gérone, au département génie de la construction mécanique et industrielle. Sa spécialisation, c'est la mécanique des milieux continus et théorie des structures. Donc vous voyez, on passe déjà d'un aspect micro à un aspect plus macro et plus global. Et on a besoin de l'ensemble. Sa spécialisation, c'est la mécanique des milieux continus et théorie des structures. Ses axes de recherche: analyse des matériaux avancés pour la conception des structures avec caractérisation mécanique et la simulation comportementale de composites à fibres continues, typiquement ce que nous utilisons dans l'aéronautique. Il enseigne au premier cycle la mécanique des matériaux et la méthode des éléments finis et dirige le master de mécanique des matériaux de structure où il enseigne également l'analyse non linéaire des structures, ce qui dira quelque chose à notre collègue Yves Gourina. Également, donc, il appartient au groupe AMADE, Analysis and Advanced Materials for Structural Design, de l'Université de Gérone, qui est un groupe consolidé en Catalogne. Également, le docteur Albert Thureau figure depuis plusieurs années sur la World's Top 2% Scientist List de l'Université de Stanford. Un grand nombre de ses parutions sont citées dans de multiples ouvrages technico-scientifiques. Donc, Albert Thureau œuvre depuis plus de 20 ans à développer des modèles d'interface cohésive en liaison avec les modèles intralaminaires. Donc, on s'aperçoit déjà qu'il s'agit d'un complément du comportement donc, global sur des grandes fibres avec les effets de décohésion qui peuvent apparaître. Plus récemment, il a travaillé sur une approche stochastique permettant de générer des admissibles de matériaux virtuels, prenant en compte la variabilité des propriétés des matériaux. Cette approche a également été utilisée pour des niveaux de complexité plus élevés, tels que les panneaux ready. Et nous arrivons progressivement à la construction donc, de nos avions que nous connaissons. Alors, maintenant, activité des deux. Eh bien, afin de permettre l'optimisation des performances en masse et en durée de vie des applications structurelles complexes, il était nécessaire de combiner ces deux domaines de recherche de manière rationnelle pour comprendre les phénomènes au niveau microscopique et prédire les comportements progressivement d'ensemble au niveau macroscopique. Ils ont débuté leur collaboration étroite dès les années 2000 sur l'intégration de leurs modèles intra- et interlaminaires dans le modèle LARC. Une de leurs premières collaborations s'est faite sur la modélisation cohésive de l'interface pli à pli, décrite dans la publication An Engineering Solution for Mesh Size Effects in the Simulation of Delamination Using Cohesive Zone Model. Complexe, mais bon, on voit qu'il y a des effets de la modélisation et du maillage pour avoir la précision du comportement et des données. Puis il leur a fallu passer à des ensembles constitués de plus en plus complexes. Cette approche incrémentale a été utilisée avec succès dans le développement de la 350, je dirais parfois avec un peu de douleur pour le développeur. Alors un peu de douleur pour le développeur. J'ouvre une parenthèse sur mon speech, c'est qu'en fait,
ces deux professeurs ont développé ces ensembles qui étaient absolument indispensables et nécessaires à la certification en même temps que le développement avait lieu. Ce qui a conduit à des découvertes de problèmes nouveaux et des remises de l'ouvrage sur le métier de manière à prendre en compte ces données et se présenter avec les justifications qui convenaient pour obtenir la certification et avec des outils agréés. Donc, au-delà de la définition initiale, et pour couvrir toute la vie de ces structures, il faut noter que les besoins de maintenance, comme les inspections et les niveaux minima de réparation, ont également été justifiés, puisqu'il n'y a pas uniquement que l'état neuf avec des variabilités de produits qu'il faut justifier, mais également la durée de vie des produits correspondants. On a entendu parler des impacts d'outillage sur des voilures ou sur des réservoirs. À ce jour, s'appuyant sur de nouvelles briques de connaissances, telles que la quantification et la gestion des incertitudes, la recherche vise à apporter des réponses à l'objectif de certification par analyse seule. Il s'agit ici de la démonstration au plus haut niveau de la crédibilité des résultats de simulation afin de les utiliser comme moyen principal de conformité pour la certification et au-delà des produits. Vous savez qu'au-delà des justifications théoriques, nous passons par des phases d'essai, des phases expérimentales, des essais statiques, des essais de rupture, etc. Ces méthodes-là devraient nous permettre d'économiser, ou devraient permettre aux constructeurs d'ailleurs, d'économiser énormément sur les démonstrations correspondantes initialement et dans les développements ultérieurs. Je conclurai en disant que l'attribution de la médaille 2024 de l'Académie de l'air et de l'espace au docteur Pedro Cameño et Albert Touron-Travessa non seulement récompense leur contribution exceptionnelle technico-scientifique sur l'introduction des matériaux composites dans les grands programmes européens, même mondiaux, mais également constitue un encouragement pour la poursuite de leurs travaux vers la création de solutions structurelles innovantes à base de matériaux composites avancés, ainsi que la création du modèle virtuel complet des aéronefs allant de leur conception jusqu'à leur fin de vie, tant attendu par les industriels. On fera les deux après. J'espère que c'était correct. Très correct. Si vous faites une photo ensemble, comme ça, comme on a, oui, au moins qu'on soit tous. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Très bien, très bien. Oui. Bon, essayez de réviser et pour l'avenir. Et le défi pour l'avenir aussi, oui. Bien noté. Merci Alain. Bien, maintenant je vais passer à la remise de la médaille de Vermeil. Monsieur Yann Kerr
Madame Jacqueline Boutin et Andrés Borges Alejo, présenté par Daniel Hauser. Je vais la laisser préciser de quoi il s'agit. Bonsoir. Donc, cette médaille de vermeil va récompenser cette année 3 contributeurs majeurs de la mission spatiale SMOS. SMOS veut dire Soil Moisture and Ocean Salinity. La réussite d'une mission spatiale repose naturellement sur un grand nombre d'acteurs qui déploient et partagent pendant de nombreuses années, souvent plus de 10 ans, leur intuition, leur rigueur scientifique, leur expertise technique, leur savoir-faire, leur sens de l'organisation et de la diplomatie, leur persévérance autour d'un même très grand projet. C'est pourquoi il n'est pas toujours facile de sélectionner seulement certains d'entre eux lorsqu'on veut mettre en avant aussi la réussite d'un projet spatial. Mais pour distinguer les personnalités avec cette médaille, il a fallu choisir. Donc le choix s'est porté sur 3 personnalités qui ont joué un rôle majeur dans cette mission et qui ont des contributions différentes et variées. Alors tout d'abord Yann Kerr, qui est un chercheur émérite du CNES et qui a exercé ses fonctions au laboratoire CESBio à Toulouse, laboratoire qui fait partie de l'Observatoire Midi-Pyrénées. Elle revient aussi, cette médaille, à Jacqueline Boutin, directrice de recherche au CNRS, exerçant ses activités au laboratoire L'Océan à Paris, au sein de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et enfin, à M. Andrés Borges, ingénieur et chef de projet chez Airbus Space Systems en Espagne. Avant de vous présenter les principaux mérites qui motivent cette médaille, je voudrais rappeler quelques éléments sur la mission SMOS. SMOS est une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne, du CNES et de l'organisme espagnol CTDI, lancée en 2009 après au moins 10 ans de préparation. Il s'agit de la 2e mission du programme Earth Explorer, programme mis en place par l'Agence spatiale européenne à la fin des années 90 pour soutenir des missions spatiales innovantes susceptibles de répondre à des questions de recherche dans les domaines des sciences de la Terre et du climat. Fait remarquable, cette mission, initialement conçue pour durer 3 ans, est toujours opérationnelle, 15 ans après son lancement. Donc les 15 ans ont été fêtés récemment. L'objectif général donné à SMOS est d'améliorer la quantification du cycle de l'eau sur Terre entre l'océan, l'atmosphère et les terres émergées, en mesurant des paramètres clés de ce cycle de l'eau qui n'avaient jamais été mesurés par satellite jusqu'alors. Et donc, la mission a été conçue pour fournir pour la première fois depuis l'espace les observations en couverture globale de la Terre, de l'humidité superficielle des sols et de la salinité de surface des océans, avec une précision suffisante pour en caractériser les variations temporelles à l'échelle de quelques jours et les variations spatiales à l'échelle de quelques dizaines de kilomètres. Outre ces objectifs très innovants dont je viens de parler, l'originalité de SMOS repose sur l'instrumentation qui a été proposée et développée. Il s'agit du radiomètre micro-ondes MIRAS, acronyme qui signifie Microwave Imaging Radiometer Using Aperture Synthesis. Ce radiomètre fonctionne à la fréquence de 1,4 GHz, domaine qu'on appelle la bande L. Le principe général est de mesurer les rayonnements naturels émis par la surface terrestre et ses variations dans un domaine de longueur d'onde sensible à l'humidité de surface et à la salinité des océans, donc objectif de la mission, mais sans être trop perturbé par les effets atmosphériques. Le principe de mesure interférométrique, dont je parlerai un peu plus tard, a été choisi pour obtenir les meilleures résolutions spatiales possibles de ces mesures. La technologie choisie pour MIRAS était utilisée pour la première fois depuis l'espace pour l'observation des paramètres terrestres. Je rentre désormais un peu plus dans le détail en présentant tout d'abord la contribution de M. Andrés Borges, qui a porté la responsabilité du développement technique de ce système instrumental MIRAS. M. Borges, qui est ingénieur diplômé de l'Université polytechnique de Valence en Espagne, a contribué à cette innovation technologique pendant 10 ans, de 1998 à 2009, d'abord comme ingénieur système, puis comme chef de projet chez Airbus Space Systems à Madrid. Alors pourquoi est-ce qu'on peut parler d'innovation technologique ? Eh bien d'abord parce que, bien qu'inspiré des systèmes développés pour l'observation astronomique depuis le sol,
c'est la première fois qu'un tel instrument a été conçu pour être embarqué sur satellite. Et puis parce qu'il combine les capacités d'une haute résolution du pixel de mesure et d'une large fauchée d'observation, capacité rendue possible par son design qui repose sur 69 petites antennes individuelles, que vous pouvez voir sur ces images, qui sont positionnées sur 3 bras assemblés dans une forme en Y. Et ensuite, parce que le traitement du signal qu'il a fallu mettre au point pour traiter à bord du satellite les signaux reçus par ces 69 mini-antennes, en combinant toutes les paires possibles, conduit à obtenir un signal équivalent à ce qu'une antenne classique de 8 mètres de diamètre aurait fourni. Et enfin, parce que malgré cette complexité, le poids et la taille sont compatibles avec une plateforme satellite de moyenne taille. Andrés Borges est honoré pour avoir fortement contribué avec son équipe de Airbus Space Systems au succès de ce design instrumental et à son intégration scientifique sur le satellite. Je vais parler maintenant de Jan Kehr. Jan Kehr est diplômé de SuperHero NSAE et de Glasgow University avec un Master of Science en optoélectronique. Et il est également docteur de l'université Paul Sabatier dans la spécialité astrophysique, géophysique et technique spatiale. Il est honoré pour avoir été à l'origine du concept scientifique de la mission, avoir été le porteur de la proposition soumise à l'Agence spatiale européenne, le responsable scientifique de la mission, donc le PI, Principal Investigator, depuis 1998, et enfin celui qui a accompagné et coordonné la communauté scientifique des surfaces continentales pour l'exploitation des données. Avec près de 25 ans d'engagement sans relâche pour transformer l'idée en réalité et exploiter, bien sûr avec toute une équipe, tout le potentiel apporté par les observations SMOS. Jan Kehr a développé des méthodes innovantes pour estimer l'humidité superficielle des sols à partir des signaux fournis par SMOS, ainsi que pour estimer des paramètres caractérisant la végétation ou l'état des sols. Son implication et son dynamisme se traduisent par environ 450 publications, dont une grande partie reliée à SMOS, et un classement par la société Thomson Reuters de chercheurs fortement cités, ce qu'on appelle les Highly Cited Scientists, donc cités par ses pairs, sur au moins 6 années consécutives depuis 2015. Il s'investit également fortement pour promouvoir, à partir des observations SMOS, la mise au point d'indicateurs pour les applications pratiques, telles que la prévision de la date des moissons, la planification d'irrigation, l'évaluation du risque de feux de forêt, l'amélioration de modèles météorologiques en prenant en compte dans ces modèles les conditions de surface observées par SMOS. Rappelons également qu'il a été le directeur du laboratoire CESBio, un laboratoire toulousain, et qui est un des principaux laboratoires français exploitant les observations SMOS. Pour toutes ces raisons, la médaille de Vermeil vient honorer le rôle majeur de Jan dans les succès de la mission SMOS. Je vais maintenant présenter Jacqueline Boutin. Jacqueline, après des études de physique, a obtenu une thèse en 1990 dans le domaine de la télédétection de la Terre à l'Université Paris 7 et est titulaire d'une habilitation à diriger des recherches depuis 2005. Elle est directrice de recherche du CNRS au laboratoire L'Océan à Paris, au sein de l'Institut Simon Laplace, et est actuellement directrice adjointe de ce laboratoire. Après avoir développé le modèle de transfert radiatif qui relie sur une base d'un modèle physique les propriétés de la surface océanique aux températures de brillance mesurées par le capteur MIRAS, elle a mis au point des méthodes d'inversion pour estimer la salinité superficielle de l'océan. Ces méthodes, appliquées aux observations SMOS, ont ensuite permis de caractériser de façon nouvelle de nombreux processus océaniques et aux interfaces avec l'atmosphère ou avec les continents. Ils ont par exemple... Jacqueline et ses collaborateurs ont par exemple identifié comment la salinité de surface était impactée directement par la pluie, c'est l'image de gauche qui l'illustre, et ils ont mis en évidence l'importance de l'apport d'eau douce par les fleuves dans la région arctique, ce qui impacte fortement la stratification de l'océan et par là même la circulation océanique. Jacqueline et ses collaborateurs ont également montré que SMOS et le suivi de la salinité pouvaient contribuer de façon utile au suivi et à la compréhension des événements El Niño, La Niña, vous savez, ces événements majeurs qui se situent dans le Pacifique tropical et qui impactent le climat. Ils ont également quantifié la signature en salinité des panaches de grands fleuves. Ici est illustré l'Amazone, où vous voyez un impact qui va depuis l'Afrique, depuis le continent américain jusqu'au continent africain.
et ou encore l'impact des tourbillons océaniques sur les tourbillons océaniques de moyenne échelle. Enfin, je voudrais mentionner que depuis 2018, Jacqueline Boutin est également la coordinatrice scientifique au niveau européen du programme Climate Change Initiative Sea Surface Salinity de l'ESA. C'est un des programmes que l'ESA a mis en place pour favoriser l'utilisation des données spatiales pour l'étude et le suivi du climat sur le long terme. En résumé, Jacqueline Boutin est une chercheuse fortement reconnue pour ses travaux et publications reliés à SMOS depuis près de 25 ans et qui ont montré la pertinence et la réussite de la mission dans sa partie océanographique. Son implication dans l'animation scientifique nationale et internationale autour de SMOS est également remarquable. Et pour finir, je dirais que Andrés Borges, Yann Kerr, Jacqueline Boutin sont tous trois honorés par cette médaille de vermeil pour leur contribution au succès de la mission SMOS. Bien évidemment, ce succès est le résultat de l'implication d'une large communauté de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens venant de plusieurs organismes européens ou nationaux, en France et en Espagne principalement. Et cette médaille les associe bien naturellement. Enfin, par cette médaille, au-delà de la reconnaissance individuelle donnée aux trois récipiendaires, on peut penser que la reconnaissance du succès de la mission SMOS pourra bénéficier à la nouvelle génération de chercheurs et d'ingénieurs qui proposent des concepts inspirés par SMOS, mais avec des performances encore augmentées en termes de sensibilité ou en termes de résolution. Voilà. Merci. Alors, je voulais juste préciser que nous sommes les heureux récipiendaires de cette médaille, mais que bien évidemment, comme cela a été un peu évoqué par Daniel, c'est le travail de beaucoup d'équipes, de beaucoup de gens, des équipes industrielles qui sont représentées par Andrés ici, mais il y a eu d'autres industriels. Bien sûr, les équipes techniques de l'ESA et du CNES. Après, les équipes qui travaillent sur la dissémination des données, la fonction opérationnelle du satellite, grâce auquel le satellite tourne toujours. Et en fond, le travail des scientifiques de par le monde qui utilisent ces données, les valorisent et en font beaucoup de choses. Et bien sûr, au moins dans mon cas particulier, c'est aussi ma famille qui m'a soutenu tout ce temps-là.